Bonsoir Pape Kabo et merci de nous recevoir pour cet entretien. Nous sommes là pour discuter aujourd'hui de la question de la gouvernance. Vous êtes justement acteur de la société civile, mais aussi vous êtes du parti PASTEF. Donc nous allons parler du pacte de bonne gouvernance, de la question de la reddition des comptes qui est lancée par le nouveau régime en place depuis le 2 avril. Mais avant, je vais vous laisser vous présenter davantage à nos internautes. Bonjour Fred, et puis merci pour l'honneur que vous nous faites de venir nous rendre visite aujourd'hui à la maison pour partager un peu ce moment d'échange sur l'actualité dont vous avez parlé, énumérer les différentes questions. Donc on va y revenir tout à l'heure comme vous dites, mais permettez-moi aussi de saluer les internautes d'Africa Globe TV qui nous font l'honneur de nous suivre et en espérant être à la hauteur de leurs attentes. Et bien enfin, parler de moi est un exercice un peu difficile, hein, j'avoue très honnêtement que ça m'est un tout petit peu difficile. Je suis un Casamançais d'origine, né à Dakar et établi en France depuis une quarantaine d'années. Je suis papa de quelques enfants qui sont aujourd'hui des doctorants, certains parmi eux et d'autres qui sont en train de finir leurs études secondaires ici à Dakar, le tout dernier parmi eux et sa grande sœur qui est à l'UGB. Donc voilà globalement du côté de l'état civil qui je suis, mais maintenant au plan politique, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Donc je suis un fervent militant de la société civile depuis ma tendre jeunesse, hein, d'accord. Et j'allais même dire que j'ai été poussé dans ces activités-là par les anciens que j'ai trouvés donc, en France. Ils nous ont intégrés dans les associations qui étaient les leurs. Et moi, j'ai été très tôt élu hein, donc, au niveau de ces organisations-là. Et à un moment donné, j'avais la charge de représenter cette association-là auprès des autres organisations et des administrations au niveau de la France. Préfecture, commissariat de police, autres assistance sociale, etc., toutes les différentes autres structures. Et maintenant, à proprement parler, puisque c'est de politique que vous vouliez que l'on parle, je dois dire que je me suis intéressé à cette question-là relativement très tôt. Ma maman était militante socialiste pendant que j'étais enfant, plus jeune encore ici, et papa avait l'honneur de recevoir tous les grands hommes politiques de la région de Casamance à la maison, le dernier jeudi de chaque mois. Ouais. Je salue la mémoire de tonton Hassan Sek, que je n'oublierai jamais, un homme extrêmement élégant et très ouvert, et avec tonton Daniel, à qui je souhaite une longue vie, qui est encore en vie, et puis les ministres d'État, Robert Sagna, qui ont suivi, les Landing Sané, et plein d'autres hein, qui étaient dans le gouvernement de l'époque et qui se réunissaient une fois tous les mois, le dernier jeudi du mois, qui venaient chez mes parents pour échanger. Donc le virus, j'allais dire à la limite, je l'ai attrapé dès mon enfance. Je l'ai attrapé dès mon enfance et j'ai continué avec, en militant déjà activement au lycée ici, d'accord, en menant de petites grèves, ce qui m'a valu quelques complications. Et les parents se sont dit, ce garçon-là, il faut le sortir d'ici et l'amener loin. Et on m'a fait partir pour étudier en France à cause de cela. Très bien. Alors, merci Pape Kabo pour cette présentation. Alors, vous êtes un des artisans de cette alternance, cette nouvelle alternance qui a été réalisée le 24 mars dernier. Et le programme de gouvernement, c'était le projet de transformation systémique. Ce projet, il est arrivé à maturation, on peut le dire maintenant, puisqu'il a été présenté ce lundi à Diamniadio sous la dénomination de Vision Sénégal 2050. C'est un projet très ambitieux qui se veut endogène, un développement endogène. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment va se faire la mobilisation de la ressource, étant donné que vous critiquez le PSE d'avoir surendetté le Sénégal. Vous, votre programme se veut, Vision Sénégal 2050 se veut un développement endogène avec les ressources locales. Comment allez-vous trouver des ressources pour développer ce projet? Vous voyez, voilà, vous évoquez aujourd'hui un projet extrêmement ambitieux. Mais c'est un projet qui fait confiance à l'énergie nationale d'abord, à ce souffle de Sénégalais, envie de rompre les liens, d'accord, entre avant,
d'accord, de l'extérieur et des institutions internationales. Nous avons pendant longtemps été orientés ou alors conduits vers une trajectoire que nous n'avions pas définie. Aujourd'hui, cette ambition que nous avons avec le projet, avec cette vision 2050, c'est justement de choisir notre trajectoire à nous pour aller vers le développement. Et cela est tout à fait possible en comptant d'abord sur nous-mêmes. C'est pourquoi, par exemple, quand les gens se posent beaucoup la question du financement du développement, le développement, il se finance par la recherche d'équilibre. Il y a des besoins nombreux et des ressources qui sont rares. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement arriver à assurer ce développement au pays sans que l'on surendette l'État? C'était le challenge à réussir par les anciens régimes et il faut reconnaître qu'ils n'y sont pas parvenus. C'est pourquoi nous pensons d'abord qu'il faut réussir à mobiliser de manière endogène toutes les énergies locales pour produire ce dont nous avons besoin. D'abord, si nous arrivons à équilibrer notre balance commerciale, d'accord, vous voyez, on importe énormément. On importe, même pour nous nourrir, on importe. Alors, on a du soleil, on a de la terre, on a de l'eau et des énergies à profit. Donc, il n'est pas normal que l'on continue d'importer plus de 60% de ce dont on a besoin pour nous nourrir. Il faut inverser la tendance. Cela est possible, c'est pourquoi nous pensons que l'agriculture, qui aujourd'hui emploie une ressource extrêmement importante, mais qui la sous-emploie de manière saisonnière. L'objectif, c'est de mettre un maximum d'investissement dans ce domaine, un domaine qui est capable aussi d'absorber de la main-d'œuvre pour produire ce dont on aura besoin. Équilibre de la balance commerciale, en produisant l'essentiel de ce dont on aura besoin, on réduira donc les importations et par la même occasion, on aura de moins en moins recours à des devises que l'on achète et qui nous coûtent cher pour pouvoir importer. Notre production locale nous permettra de nourrir la population, de servir ou de fournir de la matière première aux petites industries qui vont être mises en place, comme dans les BRICS. Dès qu'on parle d'industrie, les gens pensent à la grande usine qui emploie des milliers de personnes. Non, ce sont par exemple des TPE. Vous allez en Inde, par exemple, ce sont de petites unités industrielles, familiales, d'accord, qui emploient quelques personnes, quelquefois quelques dizaines, jusqu'à ce que ça atteigne la centaine et les milliers ultérieurement. C'est ce modèle de développement-là. Ce n'est pas l'industrie, la très grande industrie. Oui, elle n'est pas à exclure. Oui, elle sera mise en place. Par exemple, pour exploiter notre phosphate. Ce n'est pas une TPE qui va le faire. D'accord? Pour exploiter nos mines de fer, ce ne sont pas des TPE qui vont le faire, ce sont de grandes industries qui vont le faire. Mais je veux dire qu'en tout cas, ce qui va porter le développement, c'est l'activité domestique. Oui, l'activité domestique, oui, mais les ressources financières, on en a besoin. Oui. Et vous critiquez les relations de l'ancien régime avec les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Oui. Alors, vous, où est-ce que vous allez penser à ressources? Est-ce qu'on risque de créer de nouvelles taxes, de nouveaux impôts? On va faire de l'austérité? Sinon, comment est-ce qu'on va trouver ces ressources internes pour financer ce projet? Alors, le financement du projet, quelquefois, fait peur dans la partie mobilisation des ressources pour cela. D'abord, si on réduit le déficit de la balance commerciale, on aura déjà un besoin de financement qui sera aussi réduit. D'accord? À partir du moment où on réduit le gap, d'accord, ce gap-là, naturellement, on devient moins dépendant de l'extérieur. Je viens d'évoquer tout à l'heure l'exploitation des phosphates. Je viens d'évoquer l'exploitation du fer, d'accord, avec toutes ces nouvelles possibilités-là, sans parler maintenant de l'exploitation à bon escient de ces ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et l'or qui aujourd'hui, et le phosphate qui aujourd'hui est encore exploité sans que l'on sache véritablement comment, quelles sont les quantités qui sont prélevées,
quelles sont les destinations, et même les contrats sont gérés de manière opaque. C'est pourquoi nous avons dit, dans un premier temps, croire d'abord en nos ressources locales, efforts humains, d'accord, à fournir pour l'autosuffisance alimentaire, régler ce problème-là d'abord, et puis compter sur la ressource nationale pour aller vers ce développement-là qu'on ambitionne d'avoir dans un court et moyen terme. Le financement par les institutions internationales ou les institutions extérieures, naturellement, nous ne pouvons pas y échapper. On va recourir à ce système d'endettement-là. C'est pourquoi nous avons voulu, dans un premier temps, faire un état des lieux, dire ce que nous avons trouvé en place. D'accord? Faire l'évaluation de la situation, le diagnostic de la situation actuelle, pour montrer aux Sénégalais et au monde, notamment aussi aux partenaires auxquels vous faites allusion, quelle est la situation du pays. Ça nous a valu une dégradation du point de vue de la notation. Ouais. Mais c'est un moindre mal. Ouais. C'est un moindre mal parce que ça nous permet de gagner en crédibilité. On a dit au monde, notamment aux partenaires financiers internationaux, ce qui était supposé être la situation du pays, alors que voilà le réel. Ces institutions-là, notamment ceux de Bretton Woods, sont venues et aujourd'hui ont une démarche convergente avec nous. Donc ça veut dire que c'était un exercice de vérité. C'était un exercice qu'il fallait oser faire et nous l'avons fait. Mais il se dit que vos chiffres n'ont pas été validés par la Cour des comptes. Oui, c'est une étape. C'est une étape. Lorsque il y avait opportunité à communiquer tout de suite. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas du tout gênant. Le gouvernement a l'obligation de dire à la population ce qu'elle a constaté. Son constat peut être confirmé ou infirmé par la Cour des comptes, globalement en partie, ou pas du tout, ou la Cour des comptes peut effectivement confirmer ce que nous avons trouvé en place. C'est une affaire d'experts. Les experts gouvernementaux trouvent que c'est ça, d'accord? Il y a des experts qui étaient là, qui nous ont donné des chiffres que nous avons démentis. Et nous avons dit, voilà ce que nous avons trouvé. Maintenant, nous avons dit à la Cour des comptes, voilà ce que nous avons trouvé. La Cour des comptes, tel un expert comptable ou un commissaire aux comptes, va certifier ces comptes-là en proposant plus ou moins des ajustements, des corrections ou autres. Et je pense que les écarts vont être infimes. Alors, pour revenir à la vision Sénégal 2050, vos détracteurs estiment que vous avez fait du copier-coller par endroit du PSE que vous critiquez. Il y a du plagiat. Pas de plagiat du tout. C'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine. Il y aura forcément des actions qui vont se ressembler ou à la limite qui vont ressembler à du plagiat, comme vous dites. Mais toute action qui tend à développer un pays va utiliser les mêmes termes, va utiliser les mêmes démarches, peut utiliser les mêmes stratégies. Tout est une question maintenant d'approche et de planification. Nous ne sommes pas là pour leurrer le public en leur faisant croire que c'est un développement qui va se faire demain ou après-demain. Non, nous leur avons proposé un plan. D'accord? C'était un rêve, c'était un projet. Aujourd'hui, nous leur proposons ça sous forme de plan. Ce plan-là va être, vous l'avez bien vu, il y a des actions qui vont se développer. Et la réalisation de ces actions-là vont nous permettre d'atteindre les objectifs de développement du pays à l'horizon 2050. Peut-être même bien avant, et les gens seront agréablement surpris. Très bien. Alors, l'un des reproches justement qu'on a fait également au PSE, c'est d'être vendu au Sénégal par un cabinet américain qui s'appelle McKinsey, voilà, qui est accusé de plein de choses en France. Mais vous aussi, vous ne l'avez pas caché, vous vous êtes fait accompagner par un cabinet, à la différence que ce cabinet-là est un cabinet local. Oui, oui, c'est ce que je dis. Si bien que quelqu'un dit que, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas voilà, les ressources, la matière grise en tant que telle du pays, mais que c'est le cabinet qui vous a sorti le projet. Non, je suis totalement opposé à cette idée-là. Oui. Les idées sont venues de la base. Le président Ousmane Sonko a proposé une vision, d'accord, une orientation, un cap. D'accord. À partir de ce moment-là, a évoqué un certain nombre de choses, dont certaines ont commencé à être même expérimentées à partir de Ziguinchor, dont il était le maire de la commune. D'accord. Il y avait une ambition claire, une volonté résolue, ferme et une orientation précise.
Naturellement, les cadres du PASTEF ont été sollicités et des militants et sympathisants de PASTEF ont contribué à l'élaboration de ce que l'on a appelé le projet. Le projet, il a été enrichi par le projet de candidature du président, son coprésident. Depuis 2019, il y a eu des ajouts, des rajouts de propositions nouvelles qui sont venus s'ajouter à cela. Bien entendu, et les dernières datent de 2024, avec l'élection présidentielle, lors de laquelle il y a eu une affluence de candidatures vers la coalition Sonko, devenue Diomaye président après. D'accord? Les différents candidats qui avaient renoncé à leur candidature sont venus avec leur idée de projet ou leur projet carrément. Les éléments qui étaient des éléments convergents ont été repris. Naturellement, quand on les reprend, il faut ajuster les chiffres. Il faut reformuler le plan d'action. La planification de tout cela, il faut la revoir. Il faut redimensionner la chose. C'est en cela que le cabinet a bien pu aider pour le faire. Parce que ça demandait quand même un travail pour lequel la mobilisation de cadres qui étaient eux-mêmes occupés à d'autres tâches, maintenant que nous sommes au pouvoir, nous pouvions quand même faire appel relativement facilement, attention, en payant de nos propres deniers, les deniers des patriotes. Ce travail-là... Vos propres deniers, ça ce n'est pas les ressources de l'État? Non, ce ne sont pas les ressources de l'État. Ce ne sont pas les ressources de l'État. Là, peut-être on peut compter les heures de travail du ministre de l'économie, du ministre secrétaire général du gouvernement et du Premier ministre lui-même, qui à certaines occasions ont pu consacrer du temps à l'élaboration de ce document-là, pendant peut-être des heures où ils auraient pu être, à proprement parler, que dans leur mission de Premier ministre, de secrétaire général du gouvernement ou de ministre de l'économie. Peut-être ces heures de travail-là, on peut les mettre là-dedans et peut-être estimer en tout cas, éventuellement ce que l'on pourrait considérer comme étant des deniers, des heures de travail qui auraient coûté tant ou qui ont coûté tant à l'État et que l'on a pris pour élaborer ce qui est notre plan. Mais de toutes les façons, ce n'est pas le plan de PASTEF, c'est le plan du Sénégal. Parce que c'est aujourd'hui le président Diomaye qui gouverne le pays. D'ici 5 ans, il a la responsabilité d'aller chercher toutes les ressources humaines, financières et techniques qui vont lui permettre de développer ce pays-là, ou en tout cas d'améliorer le sort des Sénégalais. Alors, faut-il comprendre que le cabinet n'est entré dans la danse qu'une fois arrivé au pouvoir, c'est-à-dire les 6 ou 7 derniers mois? Non, attention, c'est une question de technicité. Vous pouvez faire appel à un cabinet, le cabinet ne va pas faire le travail à votre place. Le cabinet, c'est comme une machine. Vous lui donnez des éléments. D'accord? Vous lui donnez des éléments et le cabinet aide à présenter la chose. Il affine. Naturellement. Et dans le cabinet, qu'est-ce que vous croyez? Il y a beaucoup de patriotes. Très bien. Alors, il y a une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que pour réaliser la vision Sénégal 2050, est-ce qu'on va devoir créer de nouveaux impôts, de nouvelles taxes ou bien majorer les impôts, les taxes déjà existantes? Les gens ont peur lorsque on leur dit inspecteur des impôts, ils pensent tout de suite inspection, celui comme inspecteur de police, celui qui traque. Hein? Non, il traque, oui, il traque le mauvais payeur. Oui. D'accord? Il traque le mauvais payeur. Et il réclame ce qui est dû à l'État. Ce qui est dû même à celui-là qui refuse de payer. L'environnement propice que l'État crée pour lui permettre de développer son activité, qui génère des ressources, qui génère des revenus, et avant de songer à partager des dividendes, quand même, acquittez-vous de vos impôts. Très bien. Voilà, donc le développement ne reposera pas seulement sur l'imposition de l'activité. Naturellement, l'activité sera imposée, c'est bien clair, mais aussi il y a une meilleure exploitation de nos ressources. D'accord? On parle de renégocier nos contrats. Les gens nous disent que ce n'est pas possible. Nous allons les renégocier parce que c'est possible justement. Lorsque vous vous rendez compte qu'à un moment donné, au moment où vous étiez en train de négocier un contrat, que vous avez occulté ou qu'on vous a caché tel ou tel autre aspect lors de la négociation, il vous est loisible de remettre ça sur la table
et de proposer à ce partenaire, s'il est vertueux, s'il cherche véritablement à se développer et vous développer aussi, c'est la fameuse situation win-win, ce partenaire ne refusera pas de revenir sur la table de négociation pour revoir les contours de ce contrat qui vous lie, qui lui permet à lui d'engranger des recettes et de générer des dividendes pour ses actionnaires, mais de permettre à l'État du Sénégal aussi d'avoir de la recette pour continuer à se développer et lui permettre d'évoluer dans un environnement propice à produire de la richesse.